Alors, sur ces sujets, nous voulions faire intervenir sur le sujet l'extrême droite et l'antisémitisme, Nicolas Lebourg, l'énégationnisme, ses racines, son histoire, son actualité, par Jean-Yves Camus, ici présent, qui est présenté comme politologue, chercheur associé à l'IRIS, mais je suis sûr que Jean-Yves a collaboré à la commission à extrême droite de la Ligue des droits de l'homme il y a quasiment 4 décennies. Oui. Et qu'il a écrit, je ne sais pas le nombre de livres, mais enfin une quinzaine de livres. Il a écrit des centaines d'articles et qui a suivi, en France et à l'étranger, le développement des différents mouvements d'extrême droite, en particulier dans leur lien avec leur discours antisémite. Jean-Yves a publié un excellent article sur les rapports d'Éric Zemmour à l'antisémitisme. Je pense que c'est quelque chose qu'on gagnerait à lire, qui est précis, nuancé, argumenté, et qui n'est pas manichéen du tout. Et c'est une anecdote que j'ai vécue, mais je suis allé au grand meeting électoral d'Éric Zemmour au Trocadéro, devant 50 000 partisans. Il s'est défini comme un petit juif berbère, preuve, s'il en était, que bien que le service d'ordre soit en partie assuré par des groupes antisémites, nous n'étions pas dans un meeting de l'Action française des années 30. Il y a clairement un discours qui est différent. Et le deuxième point, c'est... Enfin, il va intervenir sur beaucoup d'autres points, mais est-il... c'est sur une question de périodisation, on oppose l'anti-judaïsme à base religieuse. On dit à l'anti-judaïsme de base religieuse qui a nourri l'antisémitisme ultérieur, mais c'est substitué à un antisémitisme racial au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, peut-on dire que s'y est substitué, en fait, rajouter une couche supplémentaire d'un antisémitisme basé sur une vision des groupes juifs comme complotant pour dominer la société, etc. Ou au niveau international pour les plus hardes, et simplement avoir des positions d'argent ou de pouvoir pour les groupes qui font d'extrême droite qui font ces analyses à l'échelle plus modeste nationale. On a une grosse tuile, c'est que Nicolas Lebourg, qui devait apporter ses lumières sur la base de son activité de recherche, reflété dans un excellent ouvrage qui s'appelle « Les droites extrêmes en Europe », qui est publié au Seuil en 2015, et retenu à Perpignan, ville où il habite, par des soucis de dernière minute. Alors, par un heureux hasard, si je puis dire, Nicolas Lebourg a signé cet excellent ouvrage avec Jean-Yves Camus, ici présent, qui est donc tout à fait capable de prendre en charge l'intervention et les discussions sur ce sujet des extrêmes droites à l'international dans le rapport avec l'antisémitisme. Je voudrais faire quelques rappels historiques d'abord sur la situation française et démolir au passage un certain nombre d'idées généralement considérées comme vraies et que la plongée dans les archives infirme. Première idée fausse, l'antisémitisme à l'extrême droite n'a pas mis longtemps, c'est le moins qu'on puisse dire, à se réactiver après la Seconde Guerre mondiale. Quand je dis n'a pas mis longtemps, il n'a en fait jamais cessé. Les premiers écrits antisémites que j'ai pu me procurer datent d'avant la libération totale du territoire français et d'avant la signature de l'armistice. Dès l'hiver 1944, paraissent un certain nombre de revues et un certain nombre de livres ou de pamphlets qui émanent généralement des milieux maurrassiens qui n'ont pas été épurés parce qu'ils n'étaient pas suffisamment impliqués dans la collaboration. Et j'ai par exemple une petite collection
on dirait aujourd'hui, de samizdat, qui ont été publiés clandestinement par des militants de l'Action française, des reproductions de textes de Maurras qui datent de décembre 1944, c'est-à-dire que la réédition est contemporaine au procès, et un certain nombre d'auteurs, dès avant la fin effective de la guerre, tiennent des propos qui sont quand même assez édifiants, puisque dans des petits fascicules qu'Alfred Fabrelus publie en janvier 1945, il explique avoir été à la Libération interné au camp de Drancy, ce qui est factuellement exact. Il a été arrêté, et avant d'être mis hors de cause, il a passé une dizaine de jours au camp de Drancy, où un certain nombre de collaborateurs, ou supposait-elle, étaient transférés, et il écrit sans rire que, se trouvant dans ce camp, il a eu l'impression de vivre ce qu'avaient vécu peu de temps avant les internés juifs qui se trouvaient au même endroit. Bien. Quand même un peu fort de café. Si on passe à la constitution des groupes, la première dissolution de groupes manifestement antisémites, et je vais vous dire pourquoi, date là aussi de février 1945. C'est très simple, il y a une liste des organisations dissoutes sous le coup de ce qu'on appelait alors la loi de janvier 1936 sur les milices privées. Elle est assez facilement consultable. Vous verrez qu'au tout début 1945 sont dissoutes deux associations qui sont extraordinaires parce que ce sont des associations qui représentent l'une les administrateurs de biens organisés et l'autre les personnes qui ont pris possession pendant la guerre d'un bien généralement immobilier appartenant à des personnes juives qui, et pour cause, l'ont quitté, et à qui on demande, après la guerre, de rendre, puisque, en fait, ils se sont rendus coupables de spoliation illégale. Et ces gens se constituent en association sous la houlette d'un fils de grande famille, qui joue encore un certain rôle dans le Gotha parisien, et disent « non, nous ne rendrons pas ». On ne voit pas pourquoi notre acquisition est illégale. On est aujourd'hui propriétaire de ces biens. De toute façon, dans l'immense majorité des cas, les gens sont pas revenus. Donc, ils ne réclament rien. Donc, on ne rendra pas l'argent. Bien. Et l'affaire monte sous la pression, d'ailleurs, d'un certain nombre d'associations et de partis politiques, notamment le Parti communiste, qui, par sa presse, exhume en quelque sorte l'existence de cette association, le fait qu'elle distribue des tracts, le fait que dans le 2e et le 9e arrondissement, elle convoque des choses qui ne sont pas véritablement des manifestations, mais des attroupements au pied d'immeubles confisqués, où le propriétaire essaye de récupérer son truc. Bref, ça commence à faire un trouble à l'ordre public, et dès février 1945, ces associations sont dissoutes. Et puis, si on regarde ensuite des groupements plus proprement politiques, la première dissolution date de 1948. C'est-à-dire qu'on est 3 ans après la fin de la guerre et moins de 4 ans après la libération de Paris. Et se reconstituent à ce moment-là un certain nombre de mouvements qui vont chercher leur clientèle dans 2 catégories particulières de collaborateurs. D'abord ceux qui ont été condamnés à des peines extrêmement légères, notamment en raison d'excuses de minorité, et qui se trouvent donc dès 1948 libérés, soit des gens qui ont réussi à prendre la poudre d'escampette et qui subitement se rappellent au bon souvenir de leurs concitoyens en recommençant à s'engager en politique. Donc on voit que le laps de temps qu'il a fallu à l'extrême droite pour se reconstituer est extrêmement court. Alors quelle est la place de l'antisémitisme dans cette reconstitution de l'extrême droite? Elle est centrale. Elle est centrale puisque, et j'aborde du même coup le sujet du négationnisme, dès 1948, Maurice Bardèche publie un certain nombre d'ouvrages qui glissent subrepticement de la critique de ce qu'il appelle la justice des vainqueurs
à la critique du nombre de victimes, et notamment de victimes juives de la Seconde Guerre mondiale, et très rapidement à la négation du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est 1948. Répression il y a, puisqu'il est condamné à une peine d'amende relativement importante. Il est par ailleurs interdit d'enseignement depuis la Libération, puisque non seulement c'est le beau-frère de Brasillac, c'est généralement comme ça qu'on le décrit, mais ça ne suffit pas à faire un collaborateur. C'est aussi quelqu'un qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a, tout en continuant à enseigner à l'Université de Lille, écrit, dont je suis partout, publié un certain nombre d'articles, et c'est à ce titre-là qu'il est exclu de l'Éducation nationale, où il ne sera, contrairement à Pierre Boutan, jamais réintégré. Donc, tout ça arrive quand même très très vite. Et ça, c'est le premier point saillant qu'il faut, qu'il faut débroussailler, parce que on a eu l'impression, j'en parle, j'allais dire, au bénéfice de l'appartenance générationnelle, et je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais on a l'impression que la Seconde Guerre mondiale et l'antisémitisme d'extrême droite nous ont ressurgi à la figure dans les années 70, à la fin des années 70, avec les ouvrages de Paxton et Marus. Il y avait déjà eu avant Eugène Weber qui avait publié son ouvrage sur l'action française. Pour le grand public, avec l'ouvrage de Bernard-Henri Lévy, sur lequel il y aurait évidemment beaucoup à dire au plan méthodologique, mais qui constitue quand même en 1978 une sorte de coup de tonnerre, avec les affaires Touvier, Papon, etc. Mais non, en fait, il y avait déjà un terreau. Il y avait déjà un terreau, et d'ailleurs, anecdote qui est, que nous avons vécu ensemble, lorsqu'on publie notre ouvrage commun en 1992, bon, à l'époque, on travaille à l'ancienne, il n'y a pas d'Internet, donc en fait, quand on veut se procurer un bulletin, on écrit au monsieur qui publie le bulletin, et puis s'il est bien luné, il vous renvoie le bulletin. Et nous nous intéressons donc à quelqu'un qui s'appelle Henri Roch, qui est un négateur aujourd'hui décédé du génocide, dont à l'époque, on ne sait pas trop, sauf par un article de Libération, quel est le parcours politique exact. Donc on écrit sa notice avec ce qu'on a, avec beaucoup de conditionnels, en fait, on écrit que ce monsieur apparaît dans la galaxie aux alentours des années 1980. Et ce monsieur, qui n'est pas particulièrement sympathique, nous renvoie pourtant un petit mot pour nous dire, alors voilà, vous avez fait telle et telle erreur, mais par contre, je vous envoie à 6 juin un certain nombre des articles que j'ai publiés dans une revue néo-nazie allemande au milieu des années 50. C'est-à-dire que vous avez parmi les acteurs eux-mêmes des gens qui vous disent « Non, non, vous me datez beaucoup trop tard. En fait, je suis tombé là-dedans alors que j'avais 20 ans. » Et Valérie Higounet montre dans sa biographie de Faurisson que loin d'arriver en négationnisme, si j'ose dire, soit au début des années 60, comme certains l'écrivent, soit au moment de sa fameuse lettre au Monde en 1976, Faurisson a ses premiers contacts avec l'extrême droite alors qu'il assiste en 1946 au procès du chef milicien Pierre Gallet. Alors pourquoi Pierre Gallet? Ça reste quelque chose d'intéressant à creuser. Pierre Gallet était normalien, il était agrégé de lettres. Est-ce que le cagneux Faurisson avait envie de voir à quoi ressemblait un normalien devenu collaborateur et chef de guerre? Peut-être. Peut-être est-ce une connexion familiale, mais enfin, il a à l'époque 18 ans. Et il se rend, ce qui n'est quand même pas un geste banal, au procès d'un chef de seconde zone, finalement. Et c'est à partir de là qu'il commence à emmagasiner son matériau. Donc, première chose, l'antisémitisme à l'extrême droite est ancien. Petit 2, il s'enrichit, si j'ose dire, après la guerre, de quelque chose que l'on retrouve chez les négationnistes dans leurs différentes manifestations littéraires de la fin des années 70, sur le vieux fond hérité de Drummond, d'une part,
et hérité de l'antijudaïsme catholique d'autre part, vient se greffer la fameuse phrase de Faurisson qui explique, d'une part, que les chambres à gaz sont un mensonge, mais que surtout, ce mensonge des chambres à gaz est destiné à donner un statut d'immunité morale et juridique à la communauté juive et à faire prospérer l'État d'Israël sur le dos des Palestiniens et de l'Allemagne, je cite Faurisson, en leur extorquant les réparations qui permettent de mettre à flot l'État d'Israël d'une part, et d'autre part de réprimer toute velléité nationale palestinienne. Puisque je parle des différentes sédimentations de l'antisémitisme français, il ne faut pas négliger la persistance aujourd'hui, même si c'est sous des formes assez subreptices, de ce vieux fond d'antijudaïsme catholique. Il a été officiellement aboli par le Concile Vatican II, qui a supprimé ce que Jules Isaac appelait l'enseignement du mépris, mais comment dire, entre la réception par la hiérarchie et les fidèles de Nostra Aetate, que l'immense majorité des fidèles n'a jamais lu, et le changement des mentalités, il y a nécessairement un décalage dans le temps. Donc l'antisémitisme, l'antijudaïsme catholique continue à exister et à imprégner les mentalités. Qu'est-ce que c'est que l'antijudaïsme catholique? C'est la croyance dans laquelle l'élection du peuple juif a été rendue caduque par le refus des Juifs de considérer positivement la venue de Jésus comme étant le Messie, et conséquence de ce refus, le peuple juif est condamné d'une part à errer et d'autre part à avoir un statut de comment dire, citoyens de seconde zone. Les Juifs doivent être des citoyens de seconde zone, puisque un État doit nécessairement être un État chrétien, donc ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'alliance du trône et de l'autel ne peuvent pas être des citoyens de plein exercice. Mais l'antijudaïsme catholique, l'antijudaïsme chrétien en général, ne peut pas viser à l'extermination. Il ne peut pas viser à l'extermination parce que pour montrer, entre guillemets, au peuple de Dieu en l'occurrence, que la nouvelle alliance rend caduque l'ancienne, il faut que vous conserviez les Juifs comme ce que l'on appelait dans cette théologie le peuple témoin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait visible tous les jours le Juif dans sa déchéance, le Juif dans son statut de citoyen de seconde zone, pour pouvoir attester de la véracité de l'alliance nouvelle. Donc, normalement, cet antijudaïsme-là, il débouche sur la discrimination, il débouche sur la vilification, il débouche sur la déshumanisation, sur des théories du complot qui ne se renouvellent guère depuis le Moyen-Âge, le meurtre rituel, l'empoisonnement des puits, etc., etc., mais il ne peut pas tendre vers l'extermination. Il y a des avancées très intéressantes sur ce sujet-là qui infirment un peu, enfin qui modulent ce que je viens de dire, notamment dans les travaux de Nina Val-Bousquet sur ce réseau intégriste international qui s'appelait la Sapinière, Sodalicium Pianum, qui a été actif dans les années 1910-1920, et Nina Val-Bousquet voit dans une certaine frange du clergé antisémite des années 20 puis des années 30 des gens qui réussissent à, j'allais dire, faire le grand saut théologique entre le fait que le juif doit être méprisé et le fait que le juif doit être supprimé. Je vous conseille de lire ces ouvrages qui sont assez récents et très facilement trouvables. Et puis, pardon ? Volumineux. Oui, et volumineux, oui. Et volumineux parce que c'est une thèse d'État, et parce que voilà, il y a
beaucoup de documentation inédite, rendue notamment utilisable par l'ouverture de certaines archives du Vatican qui étaient fermées lorsqu'Émile Poula a écrit ses ouvrages sur le même sujet il y a quelques décennies. Et puis il y a l'antisémitisme racial. Il y a l'antisémitisme racial qui, lui, consiste à décrire les Juifs comme étant d'abord une race, ce que de toute évidence ils ne sont pas, et à en faire une race incarnant le mal absolu, d'une part, et incarnant, d'autre part, un groupe qui a une volonté de domination sur l'univers, volonté éternelle, premier élément, et deuxième élément, volonté qui est lisible pour quiconque sait le faire, d'où l'existence des petits opuscules comme celui que René vous a montré tout à l'heure, volonté d'opprimer les non-juifs et volonté de les dominer, qui est inscrite dans le Talmud même, dans la Torah et le Talmud même. Ce qui m'effare notamment aujourd'hui encore, c'est le nombre de textes qui circulent, et pas seulement à l'extrême droite d'ailleurs, qui en fait utilisent des citations talmudiques tronquées, ou des citations tronquées de la Torah à l'appui de tel ou tel trope antisémite. On aurait pu se dire qu'a priori c'était quelque chose qui n'intéressait guère le complotiste fou de 2024 ou le militant néo-nazi de 2024. Non, le Rivarol continue à avoir une rubrique consacrée chaque semaine au décryptage, si je puis dire, des écrits talmudiques, toujours dans cet objectif de montrer que cette race est non seulement maudite, mais qu'elle est, qu'elle est encore aujourd'hui efficiente dans un plan de subjugation des populations non juives. On en revient à ce que vous venez de dire, avec des variantes, dont une variante qui est, mais ça c'est plutôt un trope protestant, c'est plutôt un trope américain, que non seulement les juifs sont malfaisants, mais qu'ils ne sont pas de nature humaine. C'est la fameuse... Il y a notamment dans l'extrême droite américaine une théorie très intéressante qui est que non seulement les juifs sont malfaisants, mais qu'encore ils ont une nature infra-humaine, ils ont une nature satanique, ils sont, issus de la semence de Satan, c'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer là dans l'explication biblique, mais grosso modo, à un moment donné, dit cette théorie, l'humanité se sépare entre ceux qui sont les fils de Dieu et ceux qui sont les fils de Satan, et biologiquement, les Juifs sont une race issue de la semence de Satan. Donc, comme chacun... Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que ça fait aux États-Unis, ça fait quelques dizaines de morts quand même. C'est pas uniquement quelque chose qui est décrit par des dingues, c'est quelque chose qui arme l'esprit de suprémacistes blancs qui passe véritablement à l'action. L'idée, c'est de dire, de même que vous avez naturellement envie d'exterminer n'importe quelle forme de force satanique, eh bien, exterminer les Juifs, puisque finalement, ils n'ont même pas l'appartenance à l'humanité. Pour rebondir sur ce que René disait au début, il y a effectivement quelque chose qui est remarquable dans l'antisémitisme à l'extrême droite aujourd'hui, et dont, à mon avis, les organisations antiracistes, dont celles-ci ne se saisissent pas suffisamment. Alors après, naturellement, il y a la question de la longueur des procédures, du caractère pas nécessairement opératoire de celles-ci, de leur coût, etc., etc. J'ai l'impression, pour ma part, que cette littérature proliférante, qui est une littérature, certes, qu'on ne trouve pas à l'étalage des FNAC, enfin, encore que, mais qu'on ne trouve pas chez le libraire du coin, cette littérature antisémite proliférante ne fait plus l'objet de suffisamment d'attention et ne fait plus l'objet de suffisamment de poursuites judiciaires, et qu'au fond, c'est créé une espèce de monde parallèle de l'édition antisémite qui, certes, n'est pas forcément détectable à l'œil nu,
mais qui existent, avec des maisons d'édition qui, pour certaines d'entre elles, existent depuis 20 ou 30 ans, et qui, moyennant des prix de vente relativement élevés de reproduction, notamment d'ouvrages antisémites anciens, réussissent quand même à fidéliser un public et à perdurer comme une contre-culture. Il y a de moins en moins de librairies physiques qui s'adonnent à la vente de ces ouvrages, il en existe, y compris en plein Paris, mais Internet a rendu possible l'achat en ligne et de manière sécurisée d'à peu près tout ce que vous avez l'intention de trouver, comme reprint, d'une part, comme reprint pirate ou reprint déposé, et comme littérature venant de pays étrangers. Vous allez sur Amazon, tout simplement. Et vous pouvez commander, non seulement Alain Soral, je vais dire Alain Soral, c'est le béaba de l'antisémitisme à l'extrême droite, mais toutes sortes de folies, donc je crois que René a un certain nombre d'exemplaires relativement intéressants. Donc c'est un peu le... comment dire, c'est un peu le trou noir de l'action publique. Ces dernières années, vous savez que les gouvernements successifs ont fait ont mis un point d'honneur à interdire toutes sortes d'événements de voie publique et même d'événements privés organisés par l'extrême droite, généralement antisémites. Mais par contre, pour tout ce qui concerne les publications, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui est entrepris, peut-être parce que la pression n'est pas assez forte. C'est-à-dire que mon impression personnelle est qu'il y a, et on en revient d'une certaine manière au débunker de la théorie du complot. Le debunking des fake news et des théories du complot a pris tellement de place, notamment dans la presse généraliste, que désormais, on n'attache plus guère d'importance qu'à essayer de débunker le dernier site complotiste qu'on a trouvé sur Internet ou le dernier compte Instagram ou Telegram qui diffuse, passez-moi l'expression, des saloperies complotistes. Mais en même temps, on a totalement lâché la garde. Alors, juridiquement, il est vrai que l'action pour interdire les livres est assez compliquée, mais on a totalement baissé la garde sur la question de la diffusion écrite de l'antisémitisme. Et c'est sans doute pas une excellente chose. Parce que, encore une fois, s'il y a davantage de gens qui voient un tweet antisémite sur X que de gens qui achètent une réédition des ouvrages de l'abbé Chabouty à 300 € la bête, il n'empêche qu'il n'est pas sain de laisser perdurer cette espèce de microcosme qui est quand même plus important qu'on veut bien le penser. Donc moi je pense qu'il est nécessaire de faire non seulement du debunking de ce qui existe en matière de complotisme sur les réseaux sociaux, mais qu'il est aussi nécessaire de s'attacher à ce qui est dans le réel, c'est-à-dire par exemple au fait que l'on continue aujourd'hui, malgré la grosse pression qui est mise sur les autorités, à trouver en kiosque chaque semaine Rivarol, qui existe quand même depuis 1951, et qui est quand même un organe de propagation active, même s'il n'est vendu qu'à quelques milliers d'exemplaires, de quelque chose qui est un antisémitisme, comment dire, maladif, c'est une évidence, mais dont un jour il peut inspirer l'éventuel passage à l'acte d'un lecteur un peu plus courageux que les autres. Voilà. Sur le négationnisme, j'ai pas des millions de choses à dire. J'ai l'impression que le négationnisme tel qu'on l'a connu dans les années 70, 80, 90, d'une part, a été contenu juridiquement par la loi des Sceaux de manière à peu près correcte, et que d'autre part, la génération historique des propagateurs du négationnisme, c'est-à-dire les Faurisson, Pierre Guillaume, Serge Thion, etc., ayant disparu, ces gens sont morts, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève et il n'y a absolument pas de renouveau. C'est-à-dire que on a une vulgate, elle est écrite une fois pour toutes,
Elle est à peu près contenue dans la fameuse déclaration de Faurisson au micro d'Yvan Levaille en 1978, mais elle sera répétée ad nauseam. Je ne vois pas, moi, de négateur particulièrement nouveau. Pardon ? Ah, attention. Je ne vois pas, moi, dans les ouvrages de Soral, René, tu me démentiras si je me trompe, mais de négation formelle du génocide des Juifs. Pardon ? Il en diffuse. Oui, mais alors, il en diffuse, oui, il en diffuse, mais si vous dites aujourd'hui Alain Soral nie le génocide des Juifs, vous êtes condamné pour diffamation. Vous pouvez dire effectivement la maison d'édition qui diffuse la pensée d'Alain Soral, et dont il n'est pas le gérant, diffuse des textes antisémites et des textes négationnistes, mais à ma connaissance, Alain Soral n'a jamais dit, si j'ose dire, pro forma, le génocide des Juifs par les nazis n'a jamais existé. Non, il dit que c'était une bonne chose. Pardon ? Il revendique, il dit la preuve, à chaque fois les Juifs au bout de 50 ou 200 ans se font... Vous avez parfaitement raison, mais d'un point de vue juridique, oui, puisqu'on est quand même juridiquement enserré, et je m'en réjouis, par un formalisme qui peut paraître un peu étroit, mais qui est indispensable, on peut le condamner pour antisémitisme, et ça n'a pas manqué, on ne peut pas le condamner pour négationnisme. Ou apologie de crimes contre l'humanité. Ou apologie de crimes contre l'humanité. Pour ce qui est de Dieudonné, le cas est un peu plus complexe. Il est allé effectivement, il est allé plus loin, mais j'ai l'impression, pour ma part, que Dieudonné doit être jugé aujourd'hui non plus comme un acteur de l'antisémitisme, mais comme un acteur passé de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire le bilan de ce qu'a été la décennie de diffusion des idées dieudonnesques et de ce que cela a fait comme dégâts dans des couches de la population qui n'étaient pas touchées par l'antisémitisme traditionnel de l'extrême droite. Ça pourrait faire l'objet d'un article passionnant, mais aujourd'hui, Dieudonné n'est plus un acteur de la scène, et il n'en a pas émergé de nouveau, si vous voulez. Ou, ça ne veut pas dire qu'il n'en émergera pas un jour, mais j'ai l'impression que le négationnisme est un peu un rameau mort de l'antisémitisme. Alors oui, vous avez Vincent Renoir, dont je finis par me demander si les campagnes en faveur de son extradition vers la France étaient si malignes que ça, puisqu'il n'a jamais été aussi actif que depuis que les Écossais nous l'ont rendu. Donc il serait peut-être mieux, finalement, qu'il soit toujours dans sa prison d'Édimbourg. Enfin, Vincent Renoir est tellement dans l'apologétique nazie qu'il ne parle pas de la même manière, il ne parle pas au même public que pouvaient le faire des gens qui avaient un background différent, puisque Pierre Guillaume et Serge Thion, notamment, ne venaient pas de l'ultra-droite, et qu'ils pouvaient par conséquent diffuser leur message dans un certain nombre d'autres milieux. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour qu'on puisse passer au débat.